Bonjour à tous. Et en plus d'être partenaires, nous allons faire aussi un travail journalistique aujourd'hui, puisqu'avec Alicia, nous allons enregistrer les meilleurs moments pour produire un podcast. Donc vous pourrez réécouter, je pense, dans la semaine à venir. Voilà. Donc il y a quelques bénévoles qui ont bien voulu accepter de répondre à Alicia pendant la journée. Frédéric Lerebourg, vous êtes le directeur général de l'Obodis, torréfacteur à Bain-de-Bretagne. Les organisateurs du Manéo vous ont invité à ouvrir cette journée car aujourd'hui on parle du temps et aussi de la performance collective. Et s'ils vous ont invité, c'est que vous êtes dans une démarche d'entreprise régénérative, comme vient de le dire Marie, une approche qui tente d'harmoniser les rythmes naturels et les rythmes d'entreprise. Nous allons donc prendre le temps d'en dessiner les contours pendant 1h05 à peu près. On nous a raccourci le temps. Et donc, on va s'organiser un peu différemment. On va faire des breaks à peu près toutes les 25 minutes. Je vous laisserai la parole pour 3 questions sur la thématique qu'on aura abordée au préalable. Donc, on va commencer par définir ce que c'est l'entreprise régénérative dans un premier temps. Après, nous allons parler des questions humaines et nous finirons par les questions entrepreneuriales. Donc, on vous laissera à peu près le micro pendant 5-10 minutes, toutes les 20 minutes. Voilà. Frédéric, on va commencer par quelque chose de simple. Pouvez-vous présenter l'Obodis, son histoire, son activité, sa raison d'être? Oui, avec plaisir. Bonjour à toutes et tous. Merci de m'accueillir ici. Alors, l'Obodis, on est torréfacteur. Tout le monde sait ce que c'est qu'un torréfacteur. Le torréfacteur, il va acheter du café vert, la marchandise la plus échangée sur la planète après le pétrole, juste pour le rappel. Et il va torréfier ce café, le cuire, lui faire une cuisson, le moudre, etc., avec tout un tas de petits savoir-faire à côté pour que vous puissiez, chez vous, extraire un café sur la machine que vous aurez choisie. Donc, c'est ça le métier de torréfacteur. En 1988, M. Bernadas, qui a créé l'entreprise, s'est dit... il a découvert un dictionnaire sur lequel il y avait c'est un Français qui a écrit ce dictionnaire, M. Jobin, sur lequel il y avait de répertorier tous les cafés sur la planète. C'est l'équivalent d'un Larousse. Il s'est dit, mais on n'y connaît absolument rien en café en France. Il faut qu'on fasse découvrir à tout le monde tous ces terroirs, toutes ces cultures différentes, etc., à travers la planète, 80 pays producteurs, 65 qui ont des qualités exportables, etc. Allons-y, il faut qu'on fasse découvrir ça à tous les consommateurs français. Bon, l'ambition, on l'a un petit peu redescendue au fil du temps, mais c'est ce qu'on a fait, et c'est ce qu'a créé l'Obodis, c'est d'aller à la rencontre des pays producteurs, de rencontrer ces petits paysans qui ont moins de 8 hectares et qui produisent du café, dont le café est le seul produit, la seule matière qui leur permet d'obtenir du cash, de l'argent, parce que sinon on est sur une économie vivrière, on est sur de l'échange, du troc, etc. Donc le café apporte du cash et permet de vivre, de développer des projets, etc. Donc ça, premier point. On a rencontré des petits producteurs, on a vu la qualité du travail qu'ils faisaient et on s'est lancé dans les cafés de pure origine, ce qui n'existait pas du tout sur le marché à l'époque, en 1988. Et on s'est lancé aussi parallèlement dans le commerce équitable, puisqu'en fait, on a découvert, en allant voir les petits producteurs, les standards du commerce équitable qui étaient émergents, qui venaient de se développer au Mexique. Et nous, on a lancé ça au Guatemala. Et en France, le premier café issu du commerce équitable commercialisé en France a été un café Lobodis, issu du Guatemala, avec 3 petites coopératives avec lesquelles on continue de travailler aujourd'hui, 30 ans plus tard. Alors justement, vous parlez de commerce équitable. Comment on passe du commerce équitable, et peut-être le redéfinir en 2 mots, Oui. à l'entreprise régénérative? Quelles sont les différentes étapes entre les deux? Alors, le commerce équitable, ça ne concerne qu'une facette de l'entreprise, puisque c'est en fait une façon d'acheter, une façon de s'approvisionner, de faire des achats responsables, cadrés. Le commerce équitable, c'est un prix minimum pour le producteur. C'est un prix qui lui permet de vivre et que les producteurs ont défini de façon paritaire avec tous les autres acteurs du marché. Donc c'est le prix minimum qui lui permet de vivre. Ensuite, c'est des primes qui vont aider, qui vont accompagner ce prix, enfin l'acte d'achat, et du coup permettre à la communauté des producteurs
de développer des projets dans plusieurs domaines, on pourra y revenir. Et le troisième niveau, c'est l'engagement pour l'approvisionneur, l'acheteur, donc nous, de s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire d'essayer de s'inscrire sur du long terme. Ensuite, il y a tout un tas d'engagements optionnels, on va dire comme le préfinancement, etc., sur lequel nous sommes, nous, allés, parce qu'on est un petit peu puriste, on a été au départ là-dessus. Et du coup, pour vous expliquer ça très vite, quand on part du commerce équitable, on fait nos achats comme ça de façon responsable, et puis on a l'impression que c'est voilà, la seule étape en fait, du projet de l'entreprise. Mais en fait, on obtient juste un label sur des achats responsables, et nous, 20 ans plus tard, 20 ans après avoir mis ça en place, on s'est rendu compte qu'il y avait un tas d'interlocuteurs sur le marché qui, eux aussi, proposaient des cafés avec le même label que le nôtre. Mais du coup, qu'est-ce qui nous différencie d'eux? En fait, quelle est notre démarche? Et on s'aperçoit que le label, si vous voulez, fait partie du projet de l'entreprise, mais le label ne peut pas être le projet unique de l'entreprise. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on travaille à réellement l'ensemble dans une approche systémique. Est-ce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une démarche RSE ou c'est anachronique de dire ça? Non, non, c'est le pas suivant hein, qu'on a réalisé. C'est-à-dire quand on s'est rendu compte que il fallait qu'on questionne en fait l'ensemble de notre démarche. À partir de là, parce qu'on s'est rendu compte que la notion d'impact en fait. Il est vrai qu'en achetant du café selon les modalités que je viens de décrire, on a de l'impact en amont. Mais est-ce que ça suffit déjà pour l'entreprise? Quel est le périmètre de responsabilité que l'on se définit? Est-ce que c'est simplement pour ce qui me concerne, lorsque le café vert arrive au Havre, et puis jusqu'à temps que je livre mes premiers clients, ou alors est-ce que mon périmètre de responsabilité, c'est de la culture du café jusqu'à la consommation chez le consommateur? Donc ça, c'est une décision importante à un moment. De quoi suis-je responsable? Ou sur quoi j'entends agir, en fait. Et donc là, vous, on chez démarre la Lobodis, responsabilité sociétale. vous, chez Lobodis, vous avez décidé d'aller du plus loin au plus près. Voilà, exactement. Exactement. Et donc, du coup, s'est mis en place cette démarche sociétale avec au départ des actions un petit peu... on partait un petit peu dans tous les sens. On manquait énormément de méthodes. Donc, très vite, moi, en 2016, on s'est inscrit dans le cadre de la norme ISO 26000, donc qui est devenu le cadre dans lequel on a réécrit finalement la démarche de l'entreprise. Ensuite, on s'est mis en position de démarche. On a mis en place une nouvelle gouvernance dans l'entreprise, ça c'est un point très, très important, avec de nouvelles instances, comme par exemple un comité RSE. Et ensuite, on est rentré dans un processus d'amélioration continue de nos pratiques grâce à ces nouvelles instances et à l'animation de la démarche. Parce qu'on peut poser un cadre, mais ensuite, il faut le rendre vivant. Et pour qu'il soit vivant, il faut que l'ensemble du personnel se l'approprie. Et la façon dont nous avons fait les choses, on a créé un cadre, on a dit voilà quels sont les engagements de l'entreprise sur les 7 questions centrales de la responsabilité sociétale. Voici nos 13 engagements, on l'a posé comme sur 13 engagements. Et sous chaque engagement, on a ouvert des axes de travail pour pouvoir améliorer nos pratiques, améliorer nos impacts, diminuer nos impacts si on parle d'environnement, augmenter nos impacts si on parle du plan social ou économique. Et on a encouragé tous les pôles de l'entreprise, on est organisé en pôles et non en services, mais à venir inscrire leur plan d'action dans les axes de travail qui sont ouverts. Et le comité RSE, qui est une instance représentative de tous les métiers de l'entreprise, hein, il n'y a pas d'organisation hiérarchique, etc., au sein du comité RSE, c'est vraiment une gouvernance démocratique de ce point de vue, vient évaluer, activer, challenger la direction pour avoir plus de moyens, etc., pour que les plans d'action puissent se mettre en œuvre et activer. Et ça, ça a été pour nous, entre 2016 et 2017, une année, 2 années et demie de changements énormes
et ensuite 3 années à partir de 2018 réellement d'apprentissage avec ces instances, à les faire évoluer aussi. Et aujourd'hui, on est arrivé à une sorte de maturité là-dessus. Et ce qui nous a amené vers 2020-2021 à commencer à se questionner sur non plus le champ de responsabilité et en quoi ce sur quoi nous devions agir, mais d'aller un tout petit peu plus loin dans la réflexion et de la mener sur le champ de l'utilité. Quelle est l'utilité sociale d'une entreprise comme la nôtre? Est-ce qu'on a un rôle à jouer dans la société, et lequel? Alors, et là a émergé l'idée de l'entreprise à mission. Voilà. Je ne suis toujours pas sur la démarche régénérative. J'ai bien compris. Et avant de passer à l'entreprise régénérative, quelles ont été les difficultés de cette démarche RSE que vous avez venu d'expliquer pendant toutes ces années? Quels ont été les points d'achoppement? Les points d'achoppement, c'est la capacité à entraîner les parties prenantes directes, les collaborateurs de l'entreprise. L'idée que c'était très compliqué, parce qu'il y avait une forme de fierté en fait autour du commerce équitable, autour de cet aspect de précurseur du commerce équitable, du bio, etc. Donc on avait l'impression de faire le job, et là tout d'un coup j'explique à tout le monde, on fait le job, mais il nous reste tout un tas de choses à faire en fait. Et donc il faut qu'on aille encore plus loin, etc. Donc là, comment on arrive à l'appropriation? Et c'est la seule la seule façon dont je pense avoir réussi à le faire, c'est justement de me dire, moi je ne fixe aucun objectif. Aucun objectif. Je ne suis pas en train de vous dire, en 2050, on sera comme ça, en 2030, on aura diminué de 50%, etc. Non. Voilà ce à quoi on s'engage, diminuer de façon à la limite incompressible les émissions de carbone de l'entreprise. Voilà, il faut qu'on fasse ça. Dans vos jobs, dans vos missions, qu'est-ce que vous pouvez mettre comme plan d'action en place et quel objectif vous fixez, à quel terme, etc. Et c'est l'addition de tout ça qui fait que l'entreprise va baisser son... Voilà. Donc, rendre les gens acteurs. Hein, c'est ça. Et alors, comment on arrive à la dernière étape, à l'entreprise à mission, puis l'entreprise régénérative? Donc, l'entreprise à mission, on se pose la question de son utilité. Là, ça devient... On n'est plus en train de mener une démarche de responsabilité sociétale dont on a voulu qu'elle soit au cœur de la stratégie de l'entreprise quand même. On passe là à de l'écriture claire dans les statuts de l'entreprise sur le rôle qu'elle entend tenir sur la société et les grands objectifs qu'elle se pose. Mais à un moment donné, si vous voulez, quand il se pose la question du comment et est-ce que c'est tenable, est-ce que et des grandes questions arrivent autour des 9 limites planétaires, autour du changement climatique et des impacts que l'on voit sur l'amont agricole. Est-ce que demain, il faut quand même être clair que demain, on vivra très certainement une pénurie ou une diminution des quantités de café disponibles? Voilà. Comment on va continuer à maintenir ce lien? Et est-ce que mon activité, à un moment donné, peut continuer d'être, et est-ce qu'elle est réellement utile? Est-ce qu'elle sert à quelque chose? Et c'est là où on se dit, oui, on peut, voilà, il est important, cette notion de boisson chaude. Alors, vous voyez, je passe de café à boisson chaude, donc je commence à ouvrir des portes. Cette notion de boisson chaude, de moment de partage, de convivialité, ce truc qu'on fait depuis des millénaires tous ensemble, de s'asseoir et de boire, d'échanger autour d'une boisson chaude. Ce truc-là, il faut le garder. Voilà. Enfin, je pense, nous, c'est pas parce que je le fais, mais je pense qu'on en a humainement tous besoin de ça. Et dans nos entreprises aujourd'hui, encore plus, pour reprendre ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on reste sur une boisson énergisante. Hein, c'est le but quand même du café, c'est donner. Et ça, on en a aussi toujours besoin. Donc, à partir du moment où on prend cette conviction-là, qu'on on a quelque chose à faire, on voit qu'il faut se transformer totalement. Et là, on arrive avec des changements de rupture. C'est-à-dire, on n'améliore pas, on continue pas d'améliorer nos pratiques. Là, sur la partie, par exemple, émissions de CO2, je vais prendre des exemples.
forcément, on rentre dans des schémas sur nos transports terrestres où on va diminuer, on a tout un tas d'outils disponibles, Fret 21, etc. On va rentrer dans des programmes d'amélioration continue de nos émissions de carbone, d'utiliser tel ou tel type de transport multimodal, etc. On va y arriver et on va baisser nos émissions. Est-ce que ça va être suffisant? Individuellement, peut-être, mais à un moment, il faut passer à la phase collective. Et passer à la phase collective, ça veut dire, mutualiser, dans le cadre de GIE, des transports entre différents acteurs, parce qu'on va voir les mêmes clients. Quand on travaille avec la grande distribution française, on va tous voir les mêmes clients à la même heure, le même jour, le matin. Et chacun avec 3 palettes. Donc, est-ce qu'on pourrait arriver avec un camion complet? C'est tout bête, hein, mais c'est ce qu'on a fait il y a quelques années. Et puis voilà, on avance comme ça. Et puis à un moment, on se dit, mais on a aussi, on a aussi les transports maritimes. Alors, les transports maritimes, quel est l'impact exact des transports maritimes? Alors, quand on mesure tout ça dans l'analyse du cycle de vie, on s'aperçoit que c'est peanuts. Donc, on se dit, dans un premier temps, quand je suis dans l'amélioration continue de mes pratiques, on dit, je ne vais pas me concentrer là-dessus tout de suite, c'est peanuts. 70% de l'impact environnemental, c'est l'amont agricole. C'est là où il faut que je mette mes moyens. 20%, c'est chez le consommateur, parce qu'on met du café, on vide un fond de tasse, un fond de cafetière dans son évier pour en refaire un autre. Il faut que j'explique ça au consommateur, c'est 20% de l'impact environnemental. Vous avez compris? Le 70%, c'est l'amont agricole. Il faut que je concentre là mes actions, l'agroforesterie, tout un tas de choses. On pourra peut-être reparler après. Mais du coup, ce point-là, je ne peux pas l'éluder, le transport maritime. Et là, je rentre dans une dimension encore un peu plus importante parce que il faut, ça, je dois le faire collectivement. Je ne peux pas être tout seul à dire je vais transporter avec mon petit bateau du café là, d'un bout de la planète à l'autre. D'un point de vue économique, ça ne tient pas la route. Point de vue. L'idée, c'est de le faire collectivement, et c'est ce qu'on a fait avec un projet qui s'appelle WinCop, qui est un petit peu la même approche que Enercop, ou ça vous dit quelque chose, peut-être des choses comme ça, où en fait c'est une démarche basée sur une SCIC, le but n'étant pas de faire du profit, mais d'optimiser absolument des coûts, de décarboner totalement notre transport et de construire collectivement des bateaux en agrégeant le plus d'intervenants possible. Donc tout un tas de concurrents sur notre marché, c'est pas important, des gens qui prennent du cacao, etc. Et on est en train de construire un gros projet avec Zéphyr et Boré à Lorient autour de ça. Donc on comprend bien que l'entreprise régénérative, c'est de diminuer au maximum ses impacts. Mais est-ce que c'est un processus normé, normatif? Est-ce qu'il y a des caractéristiques qui définissent l'entreprise régénérative? Alors oui, il y a des caractéristiques qui la définiront, et on pourra la mesurer, je pense, demain, avec par exemple la triple comptabilité, je sais pas si ça, ou la triple empreinte, je sais pas si ça parle à tout le monde. Peut-être définir en 2 mots si. Alors la triple empreinte, c'est des méthodes qui sont aujourd'hui qui se mettent en place. Moi, j'utilise la méthode Thésaurus Léontiev. Ne me demandez pas trop de détails, hein, je fais appel à un expert externe. Hein. Mais c'est très intéressant parce que ça modélise en fait vos impacts, en fait le coût réel de tous vos flux, de tout ce qui se passe au niveau de l'entreprise, direct, indirect. Hein. Quand vous payez un salarié, il va après aller chez le coiffeur, il va après dépenser tout cet argent. Donc il y a tout cet impact en fait direct, indirect, environnemental, socio-économique et sociétal. Et ça ramène tout dans une seule unité, qui est une unité monétaire. Hein. Donc ça permet le carbone, par exemple, il est retraduit en euros. Hein. L'émission de carbone est ramenée en euros, etc. Et donc c'est très important parce que ça mesure votre dette envers la planète. Voilà, votre dette. Quelle est votre dette environnementale? Est-ce que vous avez le droit d'avoir une dette? Est-ce que si vous octroyez ce droit, comment vous compensez cette dette? Voilà. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive à mesurer les choses. Et on n'est pas dans un processus normatif. Hein.
Moi, je mène ma démarche vers l'entreprise générative grâce à un processus de formation-action, en fait, que je fais avec la Convention des entreprises pour le climat. Si vraiment, je vous encourage, il y aura d'autres sessions, je vous encourage à vous rapprocher de ça, parce que, en fait, c'est un lieu dans lequel j'ai ressenti les mêmes vibrations, là, tout à l'heure, un petit peu, dans lequel on vient, en tant qu'homme, avec un grand H, en premier, on vient en tant qu'humain là-dedans, et on vient porter nos projets, nous le partager et voir comment faire le même constat sur les limites planétaires, faire le même constat qui peut être angoissant au possible. Hein. Et puis ensuite, on va passer par plusieurs étapes. On va questionner sa raison d'être, on va réintégrer son activité dans les limites planétaires, on va essayer de réapprendre du vivant, de se recentrer, de se reconnecter avec le vivant, et de réapprendre de lui. On parle de biomimétisme, de perma-entreprise, de choses comme ça. Il y a un tas de choses à apprendre. Il y a tout un tas de bouquins à lire. J'en ai vu de l'autre côté. Il y en a, voilà. On va venir s'inspirer, échanger et réinventer sa performance aujourd'hui. C'est quoi ma performance? Est-ce qu'elle est seulement économique ou voilà, comment je la réinvente? Se remettre une nouvelle boussole et réimaginer des coopérations, parce qu'on a tout part de là où on vit, de notre territoire, hein, tel un arbre en fait. Hein, il est enraciné, il vit avec un environnement autour de lui finalement qui est très limité, et c'est de ça dont il faut qu'on reparte. Voilà. Je vais vous passer le micro après cette question. J'ai une dernière question pour vous, Frédéric. Vous l'avez évoqué rapidement, c'est quoi la différence entre l'entreprise régénérative, l'économie bleue, l'économie biomimétique, l'économie permaculturelle? Est-ce que c'est tout à peu près la même chose? Pierre Rabhi disait que l'agroécologie, la permaculture, pardon, c'était l'agroécologie des Australiens. Est-ce que c'est la même chose pour vous sur l'entreprise? Alors moi, ma perception en tout cas de tout ça, c'est que je vois ça comme autant d'inspiration ou comme autant d'outils. C'est-à-dire il n'y a pas de méthode pour redevenir régénérative. Il y a des étapes de réflexion, mais il va falloir... Le principe même, c'est la résilience, c'est l'adaptation à son milieu, c'est de vivre dans le milieu et ne pas comment je veux dire, absorber le milieu, et faire en sorte que le milieu autour de nous s'appauvrisse. Donc, tous ces éléments, pour l'instant, hein, je suis dans la démarche. Hein, je suis à l'étape, il y a 6 étapes, je suis à l'étape 3. On est en plein au milieu, je fais l'étape 4 dans 2 semaines. Donc le point est que je crois qu'il faut prendre ça comme autant d'outils et se dire, comme autant d'idées, comme autant d'approches, et se dire, par rapport à mon entreprise, de quelle approche je pourrais m'inspirer et comment je peux reproduire, en fait, voilà. Moi, la notion de perma-entreprise, par exemple, est quelque chose qui peut être intéressant pour un champ en particulier, le mien, celui du manager, celui de celui qui fait les racines et qui s'assure que des connexions, des interconnexions entre les différents éléments qui sont vivants, qui sont autour de moi, les services, etc. Et bon, voilà, vous voyez, c'est un exemple, ça autant d'inspiration. Moi, je ne pose pas les choses. Hein. J'ai fait il y a 15 ans, et un peu plus tard encore, au siècle dernier, on va dire, allez hop, des échanges comme ça où des types arrivaient avec des solutions, quoi. Et moi, je détiens la solution. Voilà. Merci. Au revoir. Voilà. Et personne ne détient la solution. Enfin, qui détient la solution aujourd'hui? Donc, inspirons-nous, échangeons, et comment il y a des excellentes choses partout, et réapproprions ça. Enfin, il faut se l'approprier et le retraduire, le digérer dans l'entreprise. Voilà. On va faire une première pause de questions. Juste, je vous demande de rester concentré sur la première partie. C'est-à-dire sur la partie entreprise régénérative, l'historique de l'Obodis. On passera dans un deuxième temps sur la partie plutôt humaine. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur Frédéric, c'est là-bas à gauche. Allô? Ah, pardon. Je cherchais le bouton. Bonjour Lucas. J'avais une question sur le modèle. Vous avez travaillé d'abord sur le commerce équitable, aussi a priori sur le label bio, vous disiez. La question que ça me posait, c'est quand vous nous avez décrit le commerce équitable, il y a tout le sujet sur effectivement les prix minimums
Et aujourd'hui, dans les questionnements que vous avez avec ces 70% d'impact, comment c'est travaillé l'aspect investissement dans l'écosystème des communautés? Parce que peut-être moi, ce qui m'a beaucoup parlé dans ce que vous dites, c'est que vous travaillez avec des gens qui sont dans l'économie vivrière, Oui. à contrario peut-être de gros modèles très productifs. Voilà, donc juste ce côté-là du régénératif, si vous pouviez le développer un petit peu, s'il vous plaît. Alors, oui. Alors, c'est un atout. On est limité en temps, je vous le rappelle. Hein, c'est pas moi. Merci Frédéric. J'ai 2 heures. Et en plus, je suis un peu... Bon, bref. Donc, travailler de façon la plus directe possible avec les producteurs. La plus directe possible. Avoir le moins d'interlocuteurs possible entre nous et les producteurs. Il en faut, on en a besoin. Être en proximité avec eux. Moi, j'ai une équipe, on a toujours eu quelqu'un. On travaille avec 25 organisations de producteurs dans 14 pays. On a quelqu'un dans l'entreprise, plus un petit réseau d'interlocuteurs dans les pays, de spécialistes, agronomes, qualiticiens, etc., et qui vont faire des missions pour nous auprès des producteurs. Parler, échanger, s'écouter, c'est quoi le projet, c'est quoi ton environnement, de quoi tu veux, voilà, sur quel projet tu veux te développer, hein, quel projet tu veux développer. Est-ce que, par exemple, tu veux augmenter la productivité de tes arbres? Est-ce que tu vas avoir une vraie démarche ergonomique? Est-ce que tu es en Colombie? Et comme en Colombie, est-ce que tu es en Éthiopie dans la forêt primaire? Ou est-ce que tu es en Colombie, là où, grâce à l'État, dans les années 80, ils ont rasé des terres et replanté de façon alignée des caféiers, etc. Aucune protection, rien du tout, aucune démarche d'agroforesterie. Donc on part de là. Et puis en Éthiopie, on part de la forêt primaire. Vous voyez, c'est des situations très différentes. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on construit avec vous comme écosystème? Quelle ONG on fait intervenir avec vous? Quelles compétences vous avez, vous? Qu'est-ce que vous voulez développer? Est-ce que vous avez déjà des ingénieurs agro, etc.? Est-ce que vous n'en avez pas? Est-ce que, justement, on ne commence pas par ça, etc. Et donc, du coup, on valide avec eux un projet et on voit après comment on peut le financer sur le long terme via les primes liées au commerce équitable, mais aussi en venant abonder, si vous voulez, sur des projets, en finançant de façon indirecte une ONG qui va venir intervenir avec l'organisation de producteurs. D'où l'inscription, on est lié, et l'inscription dans la durée. Alors des fois, on mène des actions, et puis malheureusement, on reste avec des organisations humaines. Hein, donc des fois, il y a un président de coopérative qui fait un peu l'idiot, etc., etc. Donc bon, voilà, on abandonne, on repart, hein, et on refait les choses avec d'autres. Mais c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question sur ce... Non, c'est bon. Eh ben, on enchaîne, Frédéric, alors. Ah, il y avait une question? Pardon. Bonjour. Imaginons qu'on soit à Noël et que ce soit le temps des cadeaux. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir au pied du sapin comme politique publique qui pourrait favoriser votre activité, que ce soit en termes de régulation, subvention, animation ou autre? Vous avez 30 secondes. Alors, ok. Bon, je ne veux aucune politique publique. Je veux que les... Merci. J'ai un fan, il vient à toutes mes interventions. Merci. On se voit tout à l'heure. Je veux que les collectivités, qui sont des acteurs économiques très importants, passent aux actes, donc se mettent à acheter des produits responsables. D'accord? Et que c'est ça qu'il faut changer. Et là, on va créer du business, et on va pouvoir se développer. Qui viennent chez nous, qu'on échange, hein, qu'on apprenne à se connaître, et que ces collectivités passent aux actes. Je suis en rogne là, actuellement contre une... Enfin bref, On n'a pas le temps, On n'a pas le temps pour la colère, Frédéric, ce matin.
Vous l'avez expliqué, votre démarche d'entreprise régénérative s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue, une pratique qu'on retrouve notamment chez Toyota. Comment on articule ces deux pratiques qui semblent antagonistes? Oui, 30 secondes. 30 secondes. Alors, je pense qu'on n'est pas sur le même thème, sur la même temporalité. Je crois, enfin, je ne suis pas un spécialiste de Toyota et de leurs pratiques, mais ce que j'en sais, ce que je crois en savoir, pardon, c'est qu'on est dans ces pratiques, on est sur l'amélioration, le gain de temps, l'optimisation, là, sur un outil qui aujourd'hui, comment je veux dire, existe et qu'on veut optimiser. On veut optimiser le temps donc on ne change rien et par contre on optimise ce que l'on a. Voilà. Alors que nous, on est en train de s'inspirer du lean learning, il y a plein de spécialistes, je vais pas, mais on est en train de s'inspirer de ça parce qu'on pense que on pense qu'on doit mettre ces méthodes-là au service de notre innovation, par exemple. Je vais prendre un exemple, c'est pour tester des idées. On est en train d'apprendre là, une nouvelle méthode de travail qui nous permet de qualifier une idée par itération et qui nous permet du coup de la garder ou de ne pas la garder, de l'abandonner très vite si elle est vraiment très mauvaise. Et ça, c'est un message que m'envoie toute mon équipe. Hein, parce que moi, j'arrive, je ne dors pas bien la nuit, j'arrive le matin et je leur dis on va faire ça. Et là, ils me disent mais on a déjà ça. Et non, il faut faire ça. Et ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que toutes ces méthodes nous amènent à nous organiser, à nous processer. Je pense qu'il n'y a pas... On peut être très résilient, très agile, etc., à condition d'être très organisé et très processé. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a des indicateurs très précis chez vous, chez Lobodis? on est en train de les construire autour de ça, autour de notre performance. Ça, c'est des choses qui sont de notre efficience. Alors, c'est plus aujourd'hui un constat global qui a été fait et un gros travail qu'on est en train de faire aujourd'hui sur nos instances, sur la performance de nos réunions, sur enfin, voilà, le temps en fait, qu'on utilise pour des projets communs, etc. Le temps qu'on utilise pour le build doit être performant parce qu'on a le run à côté, etc. Et comment on peut continuer d'optimiser le run en même temps. Voilà, comment vous associez l'urgence que vous avez, j'imagine, au quotidien et le temps long de l'entreprise régénérative? Comment vous associez cette tension, en fait? Avec les instances, je pense, enfin, une partie de la réponse, c'est ça. C'est un travail personnel hein, pour tout le monde, d'être capable d'être sur des temps courts, sur une partie de sa journée, et puis à un moment de se poser tous ensemble et de travailler sur le temps long. Hein. Ça, c'est très compliqué. Et donc, mais malheureusement, je crois que c'est ce que nous allons vivre dans les 20 ou 25 prochaines années avant qu'on ait totalement transformé le modèle. Donc, dont acte, il faut faire avec. Enfin, il y a des choses sur lesquelles on peut pas... Est-ce que ça change la façon de manager les équipes aujourd'hui, cette tension? Alors absolument, par contre, parce que là, il faut être attentif. Hein. L'anxiété, l'angoisse, la charge mentale, etc. Les managers là doivent être au taquet avec leurs équipes et comment. Quand vous dites au taquet, ça veut dire quoi? Très présent. On doit aussi être en capacité de... Moi, vous voyez, je suis un éternel, enfin, je suis un peu perfectionniste et éternel insatisfait, etc. Donc, le mauvais côté, c'est que vis-à-vis de mes équipes, je n'ai pas appris à leur dire bravo, à célébrer des choses et à leur dire, regardez, on était là, on a avancé, on est jusque-là. Moi, j'arrive et je dis, il nous reste ça à faire. Bon, à moi de changer, hein, parce que sinon, ça ne marchera pas. La charge mentale c'est trop important en ce moment. On le vit mal en tant que dirigeant et toutes les équipes vivent mal l'instant. Hein. On ne se sent pas tous très bien aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas, peut-être que certains y arrivent, mais c'est compliqué. Hein. Et pourquoi c'est compliqué? C'est compliqué parce que par moment, on fait un peu le yo-yo au niveau émotionnel. Quand on se bute, par exemple, moi j'ai des grands comptes comme clients qui sont à 200 000 lieues de ce qui est en train de se passer sur la planète, quoi.
quand vous allez rencontrer ces gens-là et que vous défendez vos produits, votre prix, etc., vous avez envie de vous jeter par la première fenêtre qui tombe. Mais du coup, vous repartez, vous dites non, on ne lâche rien, on continue à se battre, etc. Et on va défendre, on va les convaincre, on va réussir à les éclairer, à leur faire voir le bon. Donc du coup, c'est cette difficulté là. On fait un peu et puis on rentre le soir. Il y a une guerre qui commence à aller au bout de l'Europe. Il y a des tensions avec géopolitique. Moi, j'achète le café en dollars. Tout d'un coup, le dollar s'emballe. Enfin, on subit des trucs comme ça sans pouvoir réagir. Donc, il faut vivre avec ça maintenant. On est dans cette phase de transformation. Et c'est ça qui est très compliqué. Enfin, on en parlait ce matin autour d'un café. Ouais. Aujourd'hui, le rapport au travail a changé. Comment vous gérez cette nouvelle approche du travail dans une entreprise comme Lobodis, avec des gens qui rentrent, qui sortent, qui ont peut-être d'autres intentions personnelles? Oui, alors on n'a pas beaucoup de turnover chez Lobodis, mais actuellement, il y a une vraie question qui se pose parce qu'on remodifie toute l'organisation de l'entreprise. En fait, la question se pose à partir de moi. En fait, je suis désolé, mais on était sur un fonctionnement un peu pyramidal où je pensais l'entreprise, et je partageais les projets avec mes collaborateurs dans des réunions un peu pour m'aider moi à construire le projet, etc. Mais c'est vrai que je poussais les choses, en fait. Et là, la réussite, si demain on veut se transformer, il faut que l'organisation se transforme pour que chacun prenne la responsabilité du projet, et prenne ses responsabilités aussi. Et ça, c'est tout à fait nouveau parce qu'on n'a jamais demandé ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont, on va dire, 40 ans et plus. Par contre, il y a une appétence pour ça, pour les nouvelles générations. Je ne veux pas mettre de tranche d'âge, mais les jeunes qui arrivent sur le marché veulent collaborer à la stratégie de l'entreprise. Bon, les gens qui ont 45 ans et plus, ils se disent, mais moi, la stratégie, c'est pas moi, c'est le boss. Voilà. Et il faut faire cohabiter tout ça. Et donc, ce qui va être compliqué demain, et je n'ai pas encore de solution, rendre le travail hybride, utiliser tout ce qui est connexion à distance, etc. Ça, c'est bon. Hein. Le Covid est passé par là. Nous, on est une entreprise alimentaire. On a dû continuer à travailler. Hein. Donc aujourd'hui, ma standardiste, elle travaille depuis son canapé et elle répond au téléphone. Tout est connecté, on est bien. Voilà. Donc c'est plus un souci, ça. Le souci maintenant, c'est de vivre avec ça. C'est-à-dire, est-ce que ça me convient, moi, d'être 2 jours en télétravail chez moi? Ben non, moi, pas terrible. Et toi? Moi, c'est génial, etc. Et donc, du coup, on individualise le comportement, on individualise les besoins. Alors ça, c'est quand même ce qu'on est en train de vivre. On est très autocentré aujourd'hui. Son équilibre vie privée, etc. Et de l'autre côté, l'entreprise, elle est là pour construire, bâtir un collectif. Alors, comment on arrive à faire cohabiter les deux? La réponse aujourd'hui, c'est une organisation très pointue, très processée, des règles, des fonctionnements, etc., qui soient à la fois ouverts. Mais comment on anime une réunion? Ben, voilà, il faut que ce soit connu de tout le monde, etc. Parce qu'à cette réunion, un jour, voilà, les facilitateurs, par exemple, dans la réunion, peuvent changer. Donc, il faut que... voilà. Ça veut dire, comme le disait Xavier, vous avez mis un peu de dose d'intelligence collective par rapport à vos expériences précédentes? Ah oui, absolument. Parce que il faut de l'intelligence collective pour que chacun puisse contribuer, porter sa pierre au projet. Parce que sinon, on se désintéresse du projet. Alors, ça peut arriver aussi, hein, mais il faut en tout cas créer les conditions pour que chacun puisse porter sa pierre et qu'on co-construise demain. Et vous avez un exemple concret d'intelligence collective que vous avez mis en place chez Lobodis? Ben là, en ce moment, on est en train de changer, par exemple... alors, on a posé, en fait, grâce à une méthode, on est suivi par une entreprise qui s'appelle Sillage, Fly the Nest, non plus, d'accord, et ce sont des Nantais, en fait, qui nous aident à poser une méthodologie pour processer, en fait, notre travail, bien faire la différence entre ce qui tient du run, ce qui tient du build, ce qui tient de l'amélioration continue, etc.
Et ensuite, on se crée alors des chantiers qui sont ouverts sur des temporalités différentes, donc à 1 an, à 3 à 5 ans et à 10 ans. Et sur le chantier ouvert à 1 an, il est porté par un porteur de chantier. Là, on casse toute la hiérarchie. Le porteur de chantier n'est pas forcément le spécialiste, l'expert, etc., du domaine. Et par exemple, l'organisation de l'entreprise est portée aujourd'hui par la personne qui est en charge, l'ingénieur agronome en charge des achats de matières premières et des relations producteurs. Donc ce n'est pas la direction qui porte le projet de réorganisation, c'est cette personne-là. Et moi, j'interviens sur des étapes intermédiaires qu'on a appelées des résultats et qui nous permet comme ça, de façon sur un échéancier, d'atteindre notre objectif final. Voilà. Avant de vous redonner la parole, j'ai une dernière question sur l'aspect humain. Vous êtes, vous l'avez dit, exigeant, mais moi je vous trouve aussi ambitieux et assez incroyable, puisque on va poser une question assez simple. Vous travaillez avec un CAT. Qu'est-ce que ça amène comme joie, comme difficulté, comme contrainte, et pourquoi avoir fait ce choix de travailler avec un CAT ? Alors, je reviens un petit peu en arrière, mais en 1993, on décide, donc on fait ce choix de ne travailler uniquement qu'avec des petits producteurs et finalement d'appuyer des personnes qui seraient défavorisées, en fait, ils n'ont pas l'accès au marché, etc. Et donc l'idée émerge rapidement de dire, bon, très bien, ça, on fait ça dans notre échange nord-sud, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire au nord là-dessus? Et puis, voilà, des rencontres de personnes, etc., font qu'on vient installer notre atelier de torréfaction à l'intérieur d'un CAT, un ESAT maintenant, et on voit s'il est possible d'intégrer dans le travail des personnes en situation de handicap. Et au fil du temps, on construit quelque chose d'incroyable avec, et là aussi, peut-être un petit peu en avance sans le vouloir, parce qu'on a appris en faisant, etc. On n'avait pas de projet en disant on va faire ça. On a dit est-ce que c'est possible? Et puis ensuite, on a appris. Aujourd'hui, on a un modèle de travail, d'échange entre une entreprise privée comme Lobodis, centrée sur voilà, du commerce, etc., et une entreprise du médico-social qui est l'association Notre Avenir. Et on a réussi à créer quelque chose, une organisation un petit peu inédite, dans laquelle sur tous nos ateliers, que ce soit la transformation, la logistique, etc., le laboratoire, aujourd'hui, demain la comptabilité, etc., des personnes en situation de handicap réalisent les opérations. Et on co-anime cette organisation tous les jours avec soit des salariés de l'association Notre Avenir, soit des salariés de Lobodis. Et je le dis comme ça, mais on fait usine tous les jours ensemble. Voilà, et toutes les opérations sont menées par des personnes en situation de handicap. Alors ce que ça nous apporte, ça nous fait avancer incroyablement d'un point de vue des relations humaines. Ça nous apprend aussi sur la notion de coopération avec quelqu'un qui n'est pas dans notre secteur d'activité et comment on peut co-construire ensemble. Le principe de base, c'est l'association Notre Avenir a un projet, une raison d'être, Lobodis en a une autre. L'association prend à son compte le projet de Lobodis et Lobodis prend à son compte la raison d'être de Lobodis, de l'association. Et chacun s'engage à faire tout son possible pour que l'autre réussisse son projet. Ça, c'est la clé de voûte. Sans ça, ça ne fonctionne pas. Et puis après, il y a l'apport, si vous voulez, des personnes en situation de handicap sur l'aspect managérial, etc. Quand on arrive avec une personne en situation de handicap qui rentre dans l'atelier logistique, parce qu'elle a entendu parler avec ses copains sur les autres ateliers que chez Lobodis, ils faisaient de la logistique et elle voulait venir voir si elle pouvait le faire. Voilà, il faut créer des conditions de travail pour accueillir la personne, pour qu'elle puisse se tester, etc. On ne sait pas le potentiel de la personne, on ne sait rien. Voilà. Et si on en sait un peu trop, d'ailleurs, des fois sur la personne en elle-même, on va, nous, se dresser des murs et dire non. Donc, on démarre une aventure avec la personne et jusqu'où on peut aller. Et ça, quand vous retraduisez ça sur le management des collaborateurs, des salariés de Lobodis, on va travailler sur les potentiels de chaque personne. Il y a plus de la moitié des salariés de Lobodis
qui ont plus de 15 ans d'entreprise ne font plus du tout le même métier que ce qu'ils faisaient en arrivant. On va plutôt travailler sur les potentiels, sur un parcours, etc. Et ça, c'est les personnes en situation de handicap qui nous l'apprennent. Et le troisième point, ouais, il y a coupure au bout d'une heure, non, c'est le troisième point, c'est la notion de productivité. Moi, je viens de l'industrie agro, je suis un pur produit de l'agroalimentaire, des PME, etc. Pas de l'agro-industrie telle que c'est décrit aujourd'hui, mais des petites PME avec des vrais savoir-faire, etc. Donc, oui, productivité, temps, heure, personne, etc. Cadence, enfin, TRS, et vas-y que j'arrive là, et en 2006, dans cette organisation, alors, on oublie tout ce qui est productivité là, et comment on réévalue notre performance. C'est pour ça qu'on est en chemin vers l'entreprise régénérative déjà, parce qu'on a déjà repensé à ça. C'est comment est notre performance sur la qualité, sur les taux de service, etc. C'est ça notre performance, comment je veux dire, sur notre capacité à intégrer des personnes, à les former, etc. Et donc le kilo-heure personne, ça fait longtemps qu'on l'a oublié. Par contre, si vous passez une commande, vous serez servi dans le délai qu'on a fixé ensemble. On ne va pas vous dire, parce que ça, je l'entends, on ne fait pas du charity business, hein, d'accord ? Moi, ce n'est pas parce que on travaille avec des personnes en situation de handicap, on a des clients, des exigences, des délais, il faut qu'on les respecte. Sinon, ce ne serait pas rendre service aux personnes en situation de handicap. On serait en train de sous-entendre que on ne peut pas être rentable, on ne peut pas être pérenne économiquement en employant des personnes en situation de handicap. Ce serait l'inverse de ce qu'on veut démontrer. Merci Frédéric. Sur l'aspect humain, est-ce qu'il y a des questions au milieu, juste au milieu, la dame en premier peut-être ? À droite, Frédéric. Bonjour monsieur, Alban, on fait comment pour être un patron régénératif ? On fait comment ? Bout du café ? Oui. Il faut une petite démarche introspective. Il faut réapprendre à être patient. Il faut réapprendre à prendre le temps. Enfin, c'est pas prendre le temps. Il faut apprendre à donner le temps à ses équipes. Et il faut travailler sur soi par rapport à la confiance. C'est parce qu'il faut faire confiance, obligatoirement. Si vous n'arrivez pas à passer ce cap-là, ça va être très compliqué. Donc, bon, ça, c'est sur le plan personnel. Il y a une vraie démarche à faire. En quoi on peut s'apercevoir que l'on est bloquant dans sa boîte. Et comment on l'accepte ? Je suis en chemin là-dessus, là. Chaud bouillant, hein. Chaud bouillant parce que on est entre nous, mais en ce moment, je suis en pleine crise. Je ne sais pas, c'est peut-être parce que j'arrive sur 60 ans. Mais je suis en pleine crise là-dessus sur quel est mon rôle exact dans la boîte. Vous voyez ? Et donc, j'y travaille vraiment. Hein. Donc, devenir un patron régénératif, c'est, je crois, faire confiance, apprendre aussi à renoncer. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on doit passer comme cap et surtout déléguer, donner la confiance aux collaborateurs, s'assurer de ne pas les mettre non plus dans le rouge, hein, parce qu'il y a des gens de bonne volonté, mais qui ne sont peut-être pas armés, qui veulent porter des sujets, mais qui ne sont peut-être pas armés pour le faire. Donc il faut s'assurer qu'ils soient formés, il faut les accompagner en permanence, et vous devez devenir un facilitateur, en fait, et plus vraiment un décideur. Voilà. Laissez la décision aux équipes.
Bon, j'y travaille. Non, mais je suis en chemin. Je suis assez fier de moi. Faut peut-être l'applaudir, il est fier de lui.